Bonjour, mes chers amis. Vous êtes sur la chaîne Military Summary. Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements importants des 12 dernières heures. Nous avons de nombreuses mises à jour intéressantes. Alors commençons. Et cette vidéo aimerait commencer non pas avec la situation sur le terrain, non pas avec les déclarations faites par Poutine concernant la demande de Trump de sauver des vies de soldats ukrainiens dans la direction de Kouz. Cette vidéo aimerait commencer par l'événement et la situation qui ont eu lieu dans la ville, sur le territoire de la ville d'Odessa. Je ne suis pas sûr que vous ayez vu cette vidéo ou non, mais discutons de cette vidéo une fois de plus. Hier, une situation très intéressante et très terrible a eu lieu dans la ville d'Odessa. Et dans cette vidéo, nous pouvons observer comment. En plein jour, quelque part vers 10 heures du matin, à 10h30 heure ukrainienne, un homme a tragiquement pris la vie d'un autre homme dans la rue. Donc, dans cette vidéo, nous pouvons voir comment l'assassin a tué une autre personne ukrainienne quelque part dans la rue de la partie centrale d'Odessa. Et bien sûr, cette vidéo a choqué les Ukrainiens. Cette vidéo a également choqué les Russes. Et bien sûr, tout le monde essayait de comprendre ce qui s'était exactement passé là-bas. Et bien sûr, les Russes, tout d'abord, ont réussi à trouver un détail très intéressant et une mise à jour très intéressante car lors de cette tentative d'assassinat, cette personne, Demian Ganula, a été tuée. Et les Russes ont réussi à découvrir que cette personne, Demian Ganula, était responsable du massacre qui a eu lieu à Odessa en 2014. Si vous vous souvenez, en 2014, 42 civils ont été bloqués dans le bâtiment. Puis ce bâtiment a été incendié et 42 personnes sont mortes. Et cette personne était dans le groupe de ces gens qui étaient responsables de ce massacre. Et bien sûr, dès que les Russes ont réussi à découvrir ce détail, ils ont appelé l'assassin un héros de la Fédération de Russie. C'est exactement l'image de cet assassin qui a tué ce Demian Guyen. Mais plus tard, et c'est tout. Donc, les Russes disaient que cette personne est le héros de la Fédération de Russie parce qu'il a assassiné une personne responsable du massacre qui a eu lieu à Odessa. Et bien sûr, les Ukrainiens racontent une histoire complètement différente. Ils disent qu'un héros, un patriote de l'Ukraine, un activiste, un bénévole a été tué par quelqu'un. Donc bien sûr, les deux côtés nous montrent une image complètement différente. Et bien sûr, c'est très intéressant et très important de comprendre ce qui s'est exactement passé. Alors maintenant je vais vous dire et je vais vous fournir la vérité, la situation exacte qui s'est déroulée là-bas. Et puis vous serez en mesure de comprendre qui dit la vérité et qui ne la dit pas. Tout d'abord, commençons par disons cela avec l'assassin. Selon les informations que nous avons, c'est un ancien. C'est un ancien soldat. C'est un ancien soldat, et les sources disent qu'il a 30 blessures. Imaginez-vous, il a 30 blessures qu'il a reçues depuis le début de l'opération militaire spéciale en combattant avec les Russes. Donc, évidemment, l'affirmation selon laquelle il est le héros de la Russie n'est pas correcte. Évidemment, une personne qui a reçu 13 blessures en combattant dans des batailles avec les Russes peut être un héros de la Fédération de Russie. Donc, évidemment, cela signifie que lorsqu'il a assassiné cette personne, il n'avait pas la tâche de l'assassiner parce que les Russes lui ont demandé de le faire ou que les Russes l'ont payé pour le faire. Évidemment, ce n'est pas le cas. Alors discutons maintenant de cette personne. Demian Ganula, qui est-il et de quoi était-il responsable? Selon les informations que nous avons, Demian Ganula, cette personne n'a pas servi dans l'armée ukrainienne. Mais comme vous pouvez le constater, sur ses épaules, sur ses mains, on peut affirmer qu'il conviendrait parfaitement au profil du soldat des forces armées de l'Ukraine. Cependant, pour une raison quelconque, personne ne l'a mobilisé. Et le fait est qu'il avait le gang. Il avait le gang à Odessa, et ce gang a aidé les recruteurs d'Odessa à capturer des jeunes gens et à les envoyer à la ligne de contact de combat. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas été mobilisé, car il a rendu de nombreux services aux autorités militaires de l'Ukraine en capturant des personnes, en aidant les recruteurs à mobiliser des gens dans les rues. Donc, toutes ces vidéos où les recruteurs capturaient des gens ont été réalisées par des personnes comme lui. Alors, quelle est la connexion entre cette personne et la personne qu'il a assassinée en 2022 ou en 2023? Je ne peux pas vous le dire avec certitude. Il y a eu un cas très intéressant à Odessa. 3 recruteurs sont entrés dans une salle de sport. C'était une salle de sport
et il prévoyait de mobiliser et de capturer de jeunes hommes de la salle de sport. Évidemment, c'est l'endroit idéal où vous pouvez capturer autant de personnes que possible qui peuvent être envoyées plus tard à la ligne de contact de combat. Mais ces 3 recruteurs ont été stoppés par l'administrateur de la salle de sport. Un administrateur de la salle de sport, utilisant des mots très grossiers, leur a demandé de partir de la salle aussi loin que possible. Et ensuite, ces recruteurs se sont rendus auprès de cet homme, ce Dimian Ganila, et lui ont demandé de leur apporter son aide précieuse. Ils ont demandé à cette personne de les aider tout d'abord à punir cet administrateur de gymnase et à les aider à le mobiliser. Et puis ce Dimian Ganila, cette personne, volontaire et activiste de l'Ukraine, est allé à cette salle de sport avec ces gens et ils ont essentiellement torturé cet administrateur. Ils l'ont capturé et l'ont ensuite envoyé au centre de recrutement. Plus tard, nous avons découvert que 3 mois plus tard, depuis cet épisode, ce jeune administrateur de la salle de sport a été tué sur la ligne de contact de combat. Et donc, quel est le lien entre cette personne qui a assassiné ce type et cet administrateur de gymnase et ainsi de suite? Et selon les informations que nous avons, cet assassin était le père de cet administrateur de gym. Parce que cette personne, ce père, cet ancien officier, ancien soldat, a combattu avec les Russes depuis le début de l'opération militaire spéciale. Et il était en effet un véritable héros pour l'Ukraine parce qu'il se battait pour sa famille, et c'était probablement quelque chose comme un accord. Il est allé à la ligne de contact de combat, mais son fils devait rester à la maison. Mais nous voyons que tout s'est passé de manière complètement différente. Et quand cette personne et père de cet administrateur de gym a eu l'occasion, il est retourné en Ukraine. Il a trouvé ce Dimian Ganila. Et puis cette situation que vous pouvez voir devant votre écran s'est produite. Comme vous pouvez le voir, ni les Russes ni les Ukrainiens ne nous disent la situation exacte qui s'est produite parce que, évidemment, en parlant du côté ukrainien, ils ne peuvent pas le dire parce qu'en gros, un patriote, un héros de l'Ukraine a essentiellement assassiné une autre personne qui est peut-être un héros, mais pas pour ces Ukrainiens qui sont le long de la ligne de contact de combat. Donc la situation est très difficile. Et je crois que vous ne pourrez jamais voir ces détails quelque part dans les médias ukrainiens ou dans les médias russes non plus. Maintenant, revenons en arrière et continuons avec la situation sur le terrain. Et tout d'abord, parlons des déclarations faites par Vladimir Poutine après que Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, ait publié sa lettre hier où il demandait à Poutine de ne pas tuer les soldats ukrainiens. Il a dit qu'à ce moment précis, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement entourés par l'armée russe et dans une position très mauvaise et vulnérable. J'ai fortement demandé au président Poutine que leur vie soit épargnée. Cela a été publié hier et aujourd'hui Vladimir Poutine. Pas après que Trump ait publié ce post. Vladimir Poutine a commenté la situation. Vladimir Poutine a eu une séance d'information avec les membres permanents du Conseil de sécurité. Le sujet de la session, tel qu'annoncé par le président, était de réparer les relations avec les États-Unis. Au début de la réunion, Vladimir Poutine a fait quelques commentaires sur l'appel récent du président américain Donald Trump concernant les combattants du régime ukrainien encerclés dans la région de Koursk. Poutine a affirmé que, si Trump souhaite que ses soldats survivent, il est primordial qu'ils se rendent en premier lieu. De plus, les Russes sont assurés que s'ils se rendent, ils préserveront leur vie. Malgré le fait et malgré les crimes de guerre qu'ils ont commis pendant la période où ils occupaient le territoire de la direction des soldats. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, nous avons reçu des informations supplémentaires très importantes publiées par la partie russe indiquant que cette période pendant laquelle les Ukrainiens ont encore la possibilité de se rendre a été prolongée jusqu'au 17 mars à 6 heures du matin. Donc les Ukrainiens ont le samedi, les Ukrainiens ont le dimanche et d'ici 6 heures du matin. Ils devront prendre une décision quant à se rendre ou non. Donc, ils ont évidemment beaucoup de temps à la fois pour tenter de percer ces positions. Cet encerclement était pour se rendre. Mais les Russes disent que le matin du 15 mars, il n'y avait toujours pas d'ordre donné de la part de Kiev, de Zelensky, de Syrski à Ségard pour se rendre.
Il est donc fort probable que l'Ukraine n'acceptera jamais cela, ne donnera jamais d'ordre officiel à ses soldats de se rendre. Ils penseront et compteront sur le fait que ces guerres-là seront capables de percer, ou que ces guerres-là pourront ralentir les Russes aussi longtemps que possible. Passons maintenant à la ligne de contact de combat et discutons en détail des événements qui ont eu lieu au cours des 12 dernières heures. Selon les informations dont nous disposons, les Russes ont réussi à améliorer leur position davantage en direction ouest. Selon les informations dont nous disposons, au matin du 15 mars, les Russes ont réussi à sécuriser et à établir un contrôle total sur la localité du nom de Rubinchine. Hier, nous avons reçu le même rapport, mais de différentes sources fiables pro-russes. Ce matin, cette information a été confirmée par le groupe de Force Nord, leur chaîne Telegram officielle. De plus, différents cartographes et différentes sources ont rapporté que les Russes ont déplacé Fodom, et actuellement les affrontements ont déjà lieu pour la partie centrale de la localité de Gorgolivka. Il est donc très probable que dans les prochaines heures, les Russes sécuriseront également ce territoire. De plus, selon les informations dont nous disposons, les Russes ont répondu à la colonie de Guevara. Actuellement, il y a de très lourds affrontements pour ces territoires. Eh bien, et très probablement ce village serait également pris par les Russes dans un avenir très proche. Donc, c'est la situation. En résumé, nous pouvons conclure que Gorgolivka et Gevo seraient très probablement pris par les Russes au cours des prochaines heures. Et il ne reste que des villages pour les Russes. Ceci est le village de Garnal, qui est situé le long de la frontière avec l'Ukraine à proximité de la localité de Mirapolia, et un autre village du nom d'Alechny, qui est également situé le long de la frontière avec la Fédération de Russie et l'Ukraine. Il est donc très probable que ces villages, les Russes essaieront de les prendre au cours de la semaine prochaine. Évidemment, ils ne pourront pas y arriver d'ici la fin de ce week-end, car il y a beaucoup de travail à faire. Pendant ce temps, nous continuons de recevoir différentes mises à jour et vidéos du territoire du soldat lui-même. Et c'est probablement le héroïque Petorochka. C'est le lieu légendaire. C'est l'endroit qui a été capturé par les Ukrainiens au début de cette opération offensive spéciale. C'est le Petorochka dont tout le monde parlait beaucoup au début. Chaque groupe ukrainien qui a répondu que la Géorgie est allé dans ce bâtiment et a fait des signes, des lettres, des textes sur ces murs. Disons que c'est probablement un souvenir de cette aventure ou quelque chose comme ça. Les Russes continuent de publier des vidéos avec des trophées. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Russes ont réussi à capturer complètement intact, probablement le M770, cet obusier des forces blindées de l'Ukraine. Nous avions plus de trophées comme l'équipement que les Ukrainiens utilisaient pour construire des ponts. Alors, évidemment, les Russes ont réussi à prendre beaucoup de trophées dans cette région. Maintenant, passons à autre chose et discutons de la situation sur les autres lignes de front. Parlons maintenant de la direction nord de Kupian. Aujourd'hui, nous continuons de recevoir des rapports indiquant que les Ukrainiens ont réussi à forcer les Russes à se retirer du territoire de Figlevka. Cette information nous a été fournie hier par des sources pro-ukrainiennes. Aujourd'hui, nous avons le même rapport de la part de cartographes neutres. Maintenant, passons à la suite et discutons de la situation dans la ville de Taretsk où l'affrontement est continu. Mais cette fois, les Russes ont réussi à améliorer leur position et à restaurer certains territoires perdus lors de la contre-offensive ukrainienne. Aujourd'hui, les sources ukrainiennes ont publié une vidéo provenant de la partie la plus au nord de la ville de Taretsk. Dans cette vidéo, nous voyons plusieurs épisodes montrant comment les Ukrainiens étaient après avoir retiré les positions russes. Sur la base de cette vidéo, nous avons ajusté la carte. Une attaque ukrainienne après le retrait a eu lieu exactement à cet endroit. Sur la base de cette vidéo, nous avons ajusté la zone contestée et la zone sous contrôle russe. De plus, selon les informations dont nous disposons, les Russes ont traversé le canal Siversky-Daniel-Donba à l'ouest d'Azarianovka. Et maintenant, nous voyons que les Russes essaient de créer des zones tampons, des points d'appui ou des têtes de pont du côté ukrainien de ce canal, dans le but de progresser en direction de Belivka. Maintenant, discutons de la situation dans les environs de la ville de Pokrovsk. Il y a encore de très lourds affrontements. Des affrontements très violents ont lieu pour le territoire de Shevchenko. Aujourd'hui, différents cartographes rapportent qu'au début du 15 mars, les Russes, à la suite d'une contre-offensive, ont réussi à rétablir le contrôle sur la partie sud de la colonie. Je vous rappelle que juste hier, nous avons coloré la partie sud en faveur de l'Ukraine sur la base de la vidéo publiée par la partie russe. Et maintenant, nous ajustons la carte en la soutenant au moins en faveur de la zone contestée sur la base du rapport des cartographes neutres. Comme vous pouvez le voir, il y a de très lourds affrontements pour ce territoire. De plus,
Les Russes ont réussi à rétablir presque complètement le contrôle sur la localité de Pichani. Les sources ukrainiennes ont publié une vidéo montrant comment elles bombardaient et attaquaient les Russes à la périphérie de la localité. Sur la base de la vidéo publiée par la partie ukrainienne, nous avons ajusté une petite partie dans la zone de la mine. De plus, les sources ukrainiennes ont publié une vidéo montrant comment elles bombardaient et attaquaient les Russes à la périphérie de la localité de Zverova. C'est une autre preuve que les Russes ont réussi à maintenir leur position dans cette zone et à ne pas se retirer sous la pression ukrainienne. Ainsi, nous voyons que les Russes stabilisent la situation, normalisent cette zone et très probablement, ils continueront ensuite à avancer. Nous avons également reçu les premières mises à jour indiquant que les Russes ont réussi à rétablir le contrôle sur la colonie d'Uspanov, au moins sur le vol central. Et nous avons une vidéo qui confirme le contrôle russe sur la partie est. Ainsi, nous voyons que les Russes ont repoussé les attaques ukrainiennes depuis le début de l'année. Maintenant, les Russes vont restaurer le contrôle des territoires perdus. Ensuite, les Russes continueront leur offensive. Quant au sud, la direction de Daniel au cours des dernières 24 heures. Rien de spécial, juste plusieurs rapports indiquant que les Russes ont réussi à répondre au village de Vilnapolien. Il y a des affrontements très violents, mais nous voyons que les Russes ont réduit leurs activités probablement dans le but de se regrouper. Actuellement, les mises à jour les plus importantes et intéressantes sur la ligne de contact de combat nous viennent de la direction de Zaporizhzhia, où les Russes poursuivent leur opération offensive. Et vous savez que les Russes ont réussi à améliorer leur position de manière significative au cours des derniers jours. Par exemple, voici la situation à la fin du 12 mars. Voici la situation à la fin du 14 mars. Les Russes ont capturé moins de 3 lignes au sud de Mali-Chirobaki. Dans la matinée du 15 mars, selon différentes sources, les Russes ont répondu au village de Shirbaki et ont réussi à s'approcher le plus possible des routes T-08812 à l'ouest de Mali-Shirbaki, probablement dans le but de couper l'approvisionnement en soutien de la colonie depuis l'ouest. La même histoire s'est produite à l'est. Donc nous voyons que les Russes vont évidemment prendre ces deux colonies sous contrôle total. Et pour l'instant, nous ne voyons pas que les Ukrainiens puissent faire quoi que ce soit pour arrêter les Russes. De plus, selon les informations dont nous disposons, les Russes ont réussi à améliorer leur position à l'ouest de Petikatki. Il est probable que les Russes s'attaquent vers Levkovo, et nous recevons des rapports indiquant qu'ils ont percé la défense de Krem et approchent de Stepolo. Continuons de consolider leurs forces. En résumé, si les Ukrainiens ne sont pas capables de montrer quoi que ce soit aux Russes, alors tout ce qui se trouve en bas, au sud de ces lignes rouges, serait pris par les Russes. Aussi, pendant la nuit précédente, les Russes ont effectué plusieurs frappes d'Iskander sur l'ensemble du territoire de la partie sud de l'Ukraine. Dans cette vidéo, nous pouvons voir une autre frappe d'Iskander sur le territoire de la localité Nemekiv. Ce matin, les sources ukrainiennes ont publié les vidéos des conséquences de la frappe russe Iskander. Les Russes ont rapporté qu'ils ont réussi à détruire un autre hôtel, où se trouvaient très probablement des volontaires occidentaux. Donc, nous voyons que les Russes, c'est la deuxième frappe depuis le début de mars sur le territoire de Kivorov, où les Russes tentaient de détruire les positions des volontaires. De plus, les Russes ont bombardé et attaqué la ville d'Odessa avec les drones de broyage. Et c'est tout pour la vidéo. La chaîne Military Summary condamne la violence. Merci de regarder. Abonnez-vous, mettez vos likes, rejoignez mon Patreon et bonne journée.